Ce premier ici, c'est l'histoire d'une jeune fille de 15 ans qui s'appelle Chloé, qui avait créé un compte Instagram pour avoir le plus de followers possible. Pour ça, elle prenait des photos d'elle à l'école, à la maison, qu'elle postait ensuite sur le réseau social. Elle passait vraiment beaucoup de temps pour essayer d'avoir de plus en plus de followers. Elle postait des photos, elle utilisait plein de hashtags, vraiment, elle mettait tout en œuvre pour atteindre son objectif. L'une des techniques qu'elle faisait régulièrement, c'était aller sur le profil d'autres utilisateurs d'Instagram et elle commentait leurs photos en disant « S'il vous plaît, suivez-moi, je vous suivrai en retour ». Le fameux follow me, I follow back. Un jour, alors qu'elle parcourait de nombreux profils et qu'elle laissait son fameux commentaire, elle est arrivée sur un profil qui l'a un peu dérangé. C'était un profil où il n'y avait que des photos de poupées démembrées. Forcément, c'est le genre de profil Instagram auquel moi personnellement je ne m'abonnerai pas. Sur ce profil, on avait l'impression que c'était un homme qui était le propriétaire de ce compte. Il y avait son nom, mais sur aucune des photos on ne pouvait voir son visage. Chloé se dit que peut-être c'est une passion que l'homme a, du coup elle laisse sur l'une des photos son fameux commentaire « S'il te plaît suis-moi, je te suivrai en retour ». Une heure plus tard, ce fameux compte étrange a suivi le compte de Chloé. Il a commenté sa dernière photo en disant « Maintenant, je te suis ». Au fur et à mesure du temps, à chaque fois que Chloé postait une nouvelle photo sur son compte Instagram, ce fameux compte laissait un commentaire à chaque fois en disant « Maintenant, je te suis ». Elle n'a jamais compris le sens de laisser un commentaire comme ça, du coup, Chloé n'y prêtait pas forcément attention. Elle se disait que c'était un follower sans plus, du coup, elle s'en fichait un petit peu. Chloé, son objectif, c'était avoir autant de followers que possible, de likes sur ses photos, donc concrètement, ça lui passait par-dessus la tête. Une nuit, alors que ses parents étaient partis au supermarché pour faire des courses, Chloé a pris une photo qu'elle a publiée sur son compte Instagram. Chloé était tranquillement en train de naviguer sur son Instagram quand elle a reçu un message privé. Elle a regardé et c'était une photo qui lui avait été envoyée, et en ouvrant cette photo, elle se rend compte que c'était une photo d'elle allongée sur son canapé. Tout d'un coup, Chloé était totalement paralysée. Elle se disait mais qui est là? Je me suis fait suivre, qu'est-ce qui se passe? Donc forcément, ça a fait un peu monter les frissons chez la personne à qui ça arrive. Et là, elle entend des pas se rapprochant d'elle qui venaient de l'intérieur de la maison. Et elle entend une voix assez rauque, assez grave, derrière elle, qui va prendre tout son sens. Cette voix dit... Qu'est-ce que tu fais toi? Je suis en train de faire une vidéo frérot. Je m'en bats les couilles. Cette voix dit « Je te suis maintenant ». L'histoire s'arrête ici, on se doute fortement de ce qui s'est passé, l'homme du compte Instagram s'est introduit chez Chloé et il l'a potentiellement assassiné derrière. En tout cas, je pense qu'il ne lui a pas préparé des crêpes. Comme quoi, faire très attention aux réseaux sociaux, hein. Là, ça arrive à Chloé, on sait pas si c'est vrai ou faux, je pense que c'est un récit plutôt fictif, mais bon, je pense que c'est le genre de choses concrètement qui peut arriver dans notre réalité. On reste dans le domaine des réseaux sociaux. Le 2 mars 2011, une jeune fille qui s'appelle Suzanne était sur son ordinateur portable. Ses parents étaient partis pour dîner chez des amis, donc elle était seule à la maison. Suzanne était une fille plutôt populaire dans son école, très sociable, et d'ailleurs elle avait l'habitude de passer au moins 2 heures sur son ordinateur portable à parler avec ses amis sur Messenger. À 10 h du soir, Suzanne s'est connectée à son compte Messenger qui avait pour pseudo Suzy Q13. Assez rapidement, elle a reçu une invitation d'un utilisateur qui s'appelait YoungLover69. C'est la version américaine de Beau Gosse du 78. Elle l'a ajouté et les deux ont commencé à entamer une petite conversation. Cet utilisateur lui a dit que c'était une connaissance d'un de ses amis d'école et du coup il aurait bien aimé l'ajouter sur Facebook et il a donc demandé un lien vers son profil directement. Suzanne, qui était une fille qui accordait sa confiance plutôt facilement, lui a envoyé ce lien. Et après ça, la conversation a pris une tournure des plus étranges. L'utilisateur a commencé à regarder les photos de Suzanne et il a commencé à lui dire qu'il la trouvait vraiment magnifique. Suzanne l'a remercié de ce compliment et l'individu a commencé à lui dire des choses de plus en plus étranges. Il a commencé à lui dire qu'il aimait beaucoup ses cheveux, ses yeux, qu'elle avait un joli nez. Jusqu'à ce moment, Suzanne réagit plutôt bien, même si elle trouve que l'homme force un petit peu. Elle lui dit donc au début que tout ce qu'il dit est gentil, mais quand l'utilisateur à qui elle parle lui dit qu'il trouve qu'elle a une belle nuque, là elle dit « Ok, c'est bon, j'ai compris, tu me trouves belle ». Là, ce Young Lover envoie des messages de plus en plus perturbants en disant qu'il trouve que Suzanne a un très beau corps. Là, Suzanne commence un peu à en avoir marre et l'individu dans le plus grand des calmes va dire « Tu as un cœur magnifique et je suppose que tes organes internes sont tout aussi beaux ». Personnellement, je trouve que c'est le genre de compliment qui fait pas forcément très plaisir. Suzanne lui dit que maintenant ça y est, il est creepy, je confirme, et ce Young Lover continue en disant « Je veux les voir, je veux voir tes organes internes, j'aimerais te découper pour regarder à l'intérieur. Je veux parcourir mes doigts dans tes organes, enlever délicatement
ton estomac, ton foie, un par un, et les embrasser avec amour. Il y a de quoi te couper l'appétit, je pense. L'homme ne s'arrête pas là. J'aimerais caresser tes intestins et jouer avec pendant des heures. Pas très ragoûtant. Suzy, à chaque fois, répondait à ces messages, lui disait qu'elle était creepy. Elle demandait à ce que l'homme la laisse tranquille, qu'elle allait appeler la police s'il n'arrêtait pas, et elle dit qu'elle va carrément ignorer du coup les messages, elle va mettre la conversation sur silencieux. Cet utilisateur dérangeant va à plusieurs tentatives essayer de recapter l'attention de Suzanne en l'appelant à chaque fois par son utilisateur, il va dire Suzy, 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 reviens. Suzanne finalement revient sur son compte Messenger sur la conversation avec ce mec très chelou, elle lui demande ce qu'il veut, mais texto, elle lui dit clairement qu'est-ce que tu veux. Et lui, dans le plus grand des calmes, vraiment il te sort ça d'un naturel plutôt fou, il va dire je veux ton sang sur mon corps. Quel romantisme. À ça, Suzanne dit mais t'es totalement fou. Et là, l'homme lui répond je peux te voir. Là, ça devient encore plus problématique, me direz-vous. Suzanne lui répond d'aller se faire voir. Je vous le dis poliment, mais elle ne l'a pas dit vraiment comme ça. Et l'homme continue à dire je peux te voir, Suzy. Suzanne lui répond bien sûr, mon œil. Et l'homme lui répond mais si je te vois. Maintenant, là je te vois. Suzanne en a marre et lui répond non, c'est faux. L'homme lui répond si, c'est vrai et je peux même le prouver. Là, Suzanne lui dit si tu me vois, dis-moi où je suis. Ce Young Lover 69 lui répond tu es dans ta maison. Jusque là, rien d'anormal. On est le soir, elle est sur ordinateur, donc il y a quand même peu de probabilité qu'elle soit ailleurs. Et Suzanne lui dit justement ça, lui dit bah bravo, t'as deviné. En même temps, il n'y a pas 10 000 possibilités où elle pourrait être à ce moment-là. L'homme continue parce que Suzanne lui dit clairement que c'est pas parce qu'il a dit qu'elle était dans sa maison que forcément il la voit. L'homme rétorque donc tu es sur ton ordinateur portable. Encore une fois, elle est en train de parler avec lui sur Messenger, donc il n'y a pas non plus 10 000 possibilités sur ce qu'elle fait. C'est soit elle est sur le téléphone, soit elle est sur la tablette, soit elle est sur l'ordinateur. Bon, il a choisi une des trois solutions, il a trouvé la bonne. Bravo mec. Suzanne lui dit également c'est pas super dur à trouver et l'homme lui répond encore une fois tu es assis sur ton canapé. Encore une fois, il n'y a pas non plus 10 000 possibilités à ça. Il est 10 h du soir passé, c'est soit tu es dans ton lit, soit tu es sur le canapé, mais tu n'es sûrement pas sur la table de la cuisine à danser la lambada. Ça peut arriver à certains, mais dans ce cas-là, ça n'arrive pas. Suzanne lui dit encore une fois, bravo mec, t'as encore deviné des choses évidentes. Et là, l'homme commence un peu à s'énerver en disant, toi demande-moi où je suis, demande-moi où je suis, demande-moi où je suis. Suzanne en a vraiment ras les baskets et lui dit, arrête, laisse-moi tranquille, espèce de stalker, espèce de fou, espèce de dégénéré. Là, l'homme se calme un peu et dit si tu me demandes où je suis, j'arrête de t'envoyer des messages. Suzanne dit donc peut-être la seule solution qui me laisse tranquille, du coup elle joue le jeu et elle lui dit donc où es-tu. Ce Young Lover 69 répond je suis dans une maison, je chatte sur un ordinateur portable caché derrière ton canapé. Plus tard cette nuit-là, les parents de Suzanne arrivent chez eux et ils trouvent leur maison étrangement silencieuse. Ils ouvrent la porte de la pièce à vivre et ils font face à une scène des plus horrifiques, des plus terribles qui leur glace littéralement le sang. La pièce avait les murs couverts de sang et leur petite fille Suzanne gisait sur le sol au milieu de la pièce. Elle avait été découpée de haut en bas et ses organes internes avaient été disséminés tout autour d'elle. La police a été appelée bien sûr, ils ont enquêté, ils ont retrouvé un couteau de boucher ensanglanté et un ordinateur portable derrière le canapé. Cet ordinateur était encore ouvert, était encore allumé sur la page de Messenger, mais malheureusement la police n'a pas été capable de tracer d'où venait l'appareil, qui en était le propriétaire en tout cas, parce qu'il a été acheté la veille du meurtre de la jeune Suzanne. Et en plus de ça, il n'a été utilisé qu'une seule fois chez Suzanne. On ne peut pas donc tracer éventuellement les déplacements de cet ordinateur. Aujourd'hui, le meurtre de Suzanne est encore une affaire non résolue et son assassin est toujours en fuite. Que dire ? Les invitations d'inconnus comme ça qui te disent je veux visiter l'intérieur de ton corps et je veux voir tes organes, on évite de faire copain-copain avec eux. Ça, je n'ai aucune preuve que c'est vrai ou que c'est faux, mais en tout cas, pour moi, ça pourrait être vrai. Après, c'est quand même assez creepy. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, quand je vous raconte justement la conversation sur le site où j'ai trouvé cette histoire, on l'a vraiment comme une conversation. C'est pas machin dit ça, machin dit ça. On a le nom d'utilisateur et ce qu'il dit. C'est moi qui vous ai un peu romancer la chose derrière. Du coup, je ne sais pas du tout si c'est vrai ou faux. Si c'est vrai, faut que je change de slip. Et si c'est faux, c'est très bien écrit et ça fait très peur. Dans cette dernière histoire, on oublie les réseaux sociaux et on part en Corée. Il y avait une jeune fille de 19 ans qui s'appelait Haruko, qui était à l'université dans une grande ville. Une nuit, elle est restée tard à la bibliothèque pour finir un devoir qu'elle avait à rendre pour le lendemain. Quand elle eut fini, elle sortit de la bibliothèque et il faisait totalement nuit. Elle ne se sentait donc pas très en sécurité d'être une jeune fille qui marchait dans la nuit dans les rues seule, mais elle arrive à son bâtiment sans aucun souci. Haruko vivait dans un bâtiment qui était assez grand, c'est pour dire, elle vivait au 14e étage. Elle entre donc dans son bâtiment et elle appelle l'ascenseur.
L'ascenseur est arrivé, les portes se sont ouvertes, elle est rentrée dans l'ascenseur. L'ascenseur était vide à ce moment-là. Elle appuie donc sur le bouton de son étage pour rentrer chez elle. J'aurais pu vous dire qu'elle arrivait à son étage, qu'elle est rentrée chez elle et qu'elle allait se coucher et que ça finissait comme ça, mais pas du tout. Juste avant que les portes de l'ascenseur ne se referment, un homme est venu en courant pour retenir l'ascenseur. Il est entré, il était totalement essoufflé, comme si il cherchait absolument à prendre l'ascenseur pour ne pas avoir à attendre. Cet homme, selon les dires d'Haruko, était vraiment très beau. Il se tenait juste derrière Haruko. Il a jeté un coup d'œil au bouton qui avait été appuyé, donc le bouton du 14e étage. L'homme a donc entamé la conversation avec la jeune fille et lui a dit: ah, vous vivez au 14e étage? Haruko lui a répondu que oui. L'homme a répondu en souriant: oh, on est presque voisins, je vis au 13e. Et là du coup il a appuyé sur le bouton du 13e étage. L'ascenseur était en pleine ascension vers les étages supérieurs du bâtiment, et Haruko, pendant l'attente, jetait des petits coups d'œil discrets à l'homme, parce qu'elle le trouvait vraiment très beau, et elle se disait: ce serait bien qu'on puisse peut-être essayer de sortir ensemble. Elle se disait: tiens, est-ce que je lui pose la question, est-ce que je le fais pas? Elle était un peu stressée, hein, on peut comprendre. Elle essayait un peu de capter son attention, elle lui jetait des petits regards, elle lui souriait, mais rien ne se passa. L'ascenseur s'est donc arrêté au 13e étage, les portes se sont ouvertes, l'homme est sorti, et il lui a dit: on se reverra. Haruko lui répond oui à une prochaine fois. Et là, pendant que les portes de l'ascenseur se refermaient entre Haruko et cet homme, l'homme s'est soudainement retourné, a passé sa main à l'intérieur de sa veste et en a sorti un couteau assez énorme. Et là, de manière très menaçante, il dit à Haruko: on se retrouve en haut. Les portes se referment, Haruko entend derrière les portes un rire de fou, un rire de maniaque qui se déplace. La jeune fille est totalement terrifiée, elle est paniquée, elle essaye d'appuyer sur d'autres boutons de l'ascenseur pour essayer que l'ascenseur n'aille pas au 14e étage. Mais malheureusement, l'ascenseur ne s'est pas arrêté à un autre moment et il n'y avait pas de bouton justement pour arrêter l'ascenseur en cas d'urgence. Quand l'ascenseur a atteint le 14e étage, les portes se sont ouvertes et l'homme, ce fou, l'attendait devant, avec un sourire très satisfait de lui. On sait pertinemment ce qui est arrivé à la jeune Haruko, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'apparemment, en Corée, cette histoire est considérée comme vraie, que la jeune fille a été retrouvée morte poignardée, à de nombreuses reprises. Et ce qui est le plus effrayant dans cette histoire, ce n'est pas qu'il y avait un assassin dans l'ascenseur avec elle, c'est le fait de se dire que, entre le moment où l'homme s'est présenté comme étant un fou, un assassin, quelqu'un qui voulait lui faire du mal, le moment où les portes se sont refermées et qu'elle a compris qu'il y avait un danger, et le moment où elle est décédée, elle ne pouvait rien faire, elle savait qu'elle allait potentiellement mourir, elle ne pouvait rien faire à part paniquer. Et c'est ça en fait qui terrifie, c'est de savoir que tu es piégé, que tu vas peut-être mourir. En plus de ça, en Corée, par rapport à cette histoire, on dit aussi que c'est à cause de ce cas-là que maintenant dans les ascenseurs on aurait le bouton stop. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je ne sais pas, mais en tout cas si c'est vrai, je trouve que comme anecdote, c'est assez creepy de savoir que ce bouton a cette origine. Une jeune fille de 19 ans qui étudiait au Japon, donc une japonaise, voulait absolument étudier aux États-Unis. Du coup, pour sa seconde année d'études à l'université, elle a décidé de s'expatrier aux États-Unis. Elle, c'était vraiment un rêve qu'elle voulait réaliser, mais elle n'avait pas forcément anticipé la difficulté qui ça aurait pu être pour elle, parce qu'en fait elle ne parlait pas très bien anglais, donc forcément aux États-Unis si tu sais pas bien parler anglais, bah ça peut être un peu compliqué. Pour ses cours elle avait besoin de faire beaucoup de rapports. Quand elle était au Japon elle les faisait en japonais, mais là étant aux États-Unis elle doit les faire en anglais, donc elle doit pour la plupart du temps utiliser un traducteur. Et le problème c'est que elle n'a pas d'ordinateur portable, ce qui lui permettrait d'en utiliser un très facilement quotidiennement. Du coup ce qu'elle fait c'est qu'elle va à la bibliothèque de son université où là il y a des ordinateurs en libre accès qu'elle peut utiliser. Cette bibliothèque est ouverte 24 heures sur 24. Il y avait vraiment beaucoup de gens à chaque fois qui faisaient la queue pour utiliser les ordinateurs de la bibliothèque. Du coup ça l'a poussée forcément à rester assez tard à la bibliothèque pour faire ses devoirs parce qu'elle devait faire la queue et travailler. Un soir, alors qu'elle travaillait sur un des ordinateurs de la bibliothèque, elle était totalement fatiguée et à un moment donné, elle décide de s'étirer un peu et essayer de se réveiller. Il est genre 2 h du matin, donc c'est totalement compréhensible qu'elle soit crevée. En se réinstallant correctement sur sa chaise, ses mains vont taper sur le clavier, donc ce qui va le décaler. Elle le replace correctement, elle commence à taper dessus pour continuer son travail, et elle remarque qu'il y a quelque chose de gravé sur le bas du clavier. En fait, c'est un URL d'un site internet. Elle pense qu'en fait c'est un URL que quelqu'un a tapé ici parce qu'il n'avait pas forcément de quoi noter, du coup il a fait ça à l'arrache sur le clavier. Mais elle était assez curieuse, donc elle a justement décidé d'aller voir sur quelle page renvoyait ce fameux URL de site internet. Après avoir tapé l'adresse, la page a commencé à charger, et ce qu'elle a vu, ça l'a totalement horrifiée. Je vais vous dire ce qu'elle a vu, mais je pense que tu vois ça à 2 h du matin, fatigué, t'es pas très serein. Il y a une photo d'un homme dans une salle lugubre, l'homme est couvert de sang, forcément l'étudiante elle est pas bien du tout, et il y a un petit commentaire en dessous de la photo, où il y a
a marqué « Homme imbécile, âgé d'environ 30 ans, assassiné par moi aujourd'hui ». Là, on a un mystère devant nous, les amis. Forcément, l'étudiante, elle a des frissons, elle est pas bien, elle a envie de vomir. Elle éteint donc tout de suite l'ordinateur et elle se casse. Elle rentre chez elle, elle se couche et elle fait des cauchemars la nuit, elle revoit sans cesse la photo de cet homme. Elle se demande en fait si c'est réel parce qu'elle était tellement fatiguée qu'elle se dit qu'elle a peut-être rêvé, qu'elle a totalement halluciné. Elle se pose des questions sur la véracité de ce qu'elle vient de voir. En fait, elle a totalement du mal à croire qu'elle est tombée sur le site personnel d'un meurtrier. Et qu'en plus, ce meurtrier était totalement en train de se vanter de ses crimes. Le lendemain matin, après le petit déjeuner, l'étudiante sèche un cours pour justement en avoir le cœur net, elle retourne à la bibliothèque, elle trouve un ordinateur de libre et elle retourne sur le fameux site qu'elle avait trouvé la veille. Elle espérait vraiment que c'était son imagination qui lui avait joué des tours, mais non, pas du tout. Elle retombe sur ce fameux site, mais là, la photo de l'homme n'est plus là, c'est une toute autre photo qui est présente. Ce n'était plus un cadavre, c'était la photo d'une femme, blonde, qui marchait dans une rue assez bondée. La photo avait été prise quand même d'assez loin, et ça se voyait clairement que la femme ne savait pas du tout qu'on la prenait en photo. Encore une fois, en dessous de la photo, il y avait un petit commentaire qui disait « Stupide femme, âgée d'environ 25 ans ». L'étudiante referme son ordinateur, elle va en cours et le soir elle retourne dans sa chambre. Elle ne parle de tout ça à personne, mais elle n'arrête pas de penser justement à cette étrange découverte. Le lendemain matin, dès qu'elle s'est réveillée, elle s'est habillée de suite et est allée à la bibliothèque sur un ordinateur de livre et elle est retournée sur le site web. L'image avait de nouveau changé, on retrouvait encore la pièce lugubre de la première image, mais cette fois-ci, c'était une femme blonde qui gisait sur le sol. Le sang coulait de son nez et de sa bouche. Et il y avait un grand couteau qui était enfoncé dans sa poitrine. Encore une fois, il y avait un commentaire qui disait « Femme stupide, âgée d'environ 25 ans, assassinée par moi aujourd'hui ». Pour l'étudiante, c'en est trop, elle est totalement terrorisée et elle décide enfin de contacter la police. Sauf que ne maîtrisant pas bien l'anglais, c'est très compliqué pour elle de s'exprimer. Elle a passé beaucoup de temps à répéter ce qu'elle disait et finalement la police lui a demandé son nom, son prénom, son adresse et également l'URL du site web qu'elle avait découvert. Après cet appel, l'étudiante se demande si la police a bien compris de quoi il en retournait. Après avoir accroché, elle était encore toute tremblante. Elle n'arrivait plus à s'enlever ces photos terrifiantes qu'elle avait vues sur ce site hors de son esprit. Mais elle avait une sorte d'addiction, en fait, à chaque fois elle voulait voir s'il y avait de nouvelles images. Le soir, elle est retournée du coup à la bibliothèque de l'université, elle a retrouvé un ordinateur, elle est retournée une nouvelle fois sur le site internet, et là elle a vu que l'image de la femme blonde assassinée n'était plus là, c'était une toute autre image qui était maintenant sur le site. Maintenant, c'était la photo d'une femme prise de derrière qui avait un short, des cheveux noirs et un t-shirt vert. Elle était assise en face d'un ordinateur. Je pense que vous avez forcément compris de qui il s'agissait. Elle était bien en train en fait de voir une photo d'elle-même à la bibliothèque en train de regarder l'ordinateur. Et en commentaire de cette photo, il y avait son nom, son adresse, ainsi que son numéro de téléphone et il n'y avait qu'une seule phrase ajoutée à ça. Tu es ma prochaine star d'internet. Je pense que vous avez compris les intentions de ce meurtrier. Il avait désigné sa prochaine victime qui était justement l'étudiante japonaise de cette histoire. En voyant ça, l'étudiante, elle a fui la bibliothèque de l'université. Elle est retournée tout de suite dans sa chambre universitaire. Elle a fait ses bagages et le lendemain matin, elle était dans un avion pour repartir au Japon. Depuis ce moment-là, elle n'est jamais retournée aux États-Unis. Ça, c'est une histoire quand même très effrayante de savoir que finalement, on veut dire le meurtrier qu'on surveillait a commencé à nous surveiller derrière. En plus, il devait l'écouter depuis un moment parce qu'il a pu entendre les informations qu'elle avait données à la police. Ça veut dire que le matin même du jour où elle a vu sa photo sur le site, c'est-à-dire au moment où elle a appelé la police, la personne était dans la bibliothèque avec elle, en train de la regarder. Donc, est-ce que le meurtrier était un étudiant ou un professeur? On n'en sait rien. Mais en tout cas, il y a de quoi te faire peur quand même quand tu vis une expérience comme ça. Dans cette histoire, une jeune fille de 15 ans qui s'appelle Donna vit avec son père dans une petite maison un peu en dehors de la ville. Depuis la mort de sa mère, Donna a une très bonne relation avec son père, ils sont vraiment très proches et ils sont interdépendants entre eux. Un matin, le père de Donna a dû quitter la maison pour un voyage d'affaires. Ils ont mangé le petit déjeuner ensemble et le père a dit à Donna qu'il serait rentré le soir mais assez tard. Après ça, il l'a embrassé sur le front, il a pris sa mallette de travail et il est parti pour sa journée de boulot. Plus tard dans la journée, Donna est rentrée de l'école, elle a fait ses devoirs, elle regardait un peu la télévision, et aux alentours de minuit, son père n'était toujours pas rentré, du coup elle a décidé d'aller se coucher. Cette nuit-là, elle a fait un rêve assez étrange. Dans son rêve, elle se tenait sur une route très fréquentée. Il y avait des voitures et des camions qui passaient à un rythme effréné comme au rythme d'une alarme. Et de l'autre côté, en fait, de la route, il y avait son père, qui avait les mains autour de la bouche comme ça et qui avait l'air de lui crier quelque chose. Mais dans son rêve, impossible pour elle de savoir ce qu'il pouvait bien lui dire. Au fur et à mesure de son rêve, elle remarquait que les yeux de son père devenaient de plus en plus tristes et elle commence à distinguer quelques mots. Elle entend « don't ». Open door, n'ouvre pas la porte. Et juste après avoir compris ce dernier mot, Donna est réveillée par un bruit. Quelqu'un qui toque à la porte.
Après ça, quelqu'un a commencé à appuyer sur la sonnette de la maison de Donna. Forcément, Donna, elle est assez perturbée, elle vient de se réveiller. Elle s'habille donc très rapidement d'un petit pyjama et elle court donc à la porte d'entrée pour voir qui c'est. Elle regarde au travers du petit trou dans la porte et elle distingue que c'est son père qui entre à la maison. Mais son père n'a pas l'air très serein, il a le visage assez pâle, comme s'il était apeuré. Elle referme le Judas, le petit trou sur la porte. Vous savez, parfois on a un petit truc qui permet de cacher justement la vision. Et là, Donna dit, au travers de la porte, papa, est-ce que tu as oublié tes clés? Et là, pas de réponse. Ça continue juste de taper sur la sonnette. Donna lui dit papa réponds-moi et encore une fois aucune réponse, juste le bruit de la sonnette. Donna commence un peu à s'inquiéter, elle dit papa s'il te plaît j'ai besoin que tu me répondes. Elle entend toujours rien, elle lui dit est-ce qu'il y a quelqu'un avec toi dehors? Aucune réponse. Toujours en continu cette sonnette qui ne s'arrête pas. Là Donna dit je n'ouvrirai pas la porte tant que tu ne diras rien. Et là la sonnette pendant quand même un assez long moment a continué de sonner. Et pour une raison mystérieuse, le père refusait de répondre aux questions de Donna. Pendant très longtemps dans la nuit, Donna est restée à côté de la porte avec les sonnettes qui ne s'arrêtaient pas à attendre. Ça a duré vraiment pendant des heures qu'elle est presque tombée dans un sommeil. À un moment donné, elle s'est réveillée en sursaut pour se rendre compte qu'en fait il n'y avait plus aucun bruit. Elle a regardé au travers du petit trou sur la porte et elle voyait que son père était toujours là, toujours en train de regarder en direction du trou qu'il y avait sur la porte. Elle a très lentement ouvert la porte et ce qu'elle a vu, ça l'a totalement terrorisée. La tête de son père était accrochée au-dessus de la porte, accrochée par un clou et il y avait une note accrochée à la sonnette sur lequel il y avait deux mots griffonnés sur le papier qui disaient « fille intelligente », en anglais « clever girl ». L'objectif du psychopathe qui a assassiné le père, c'était de rentrer dans la maison car il avait sûrement réservé le même sort à la fille, mais la fille étant intelligente et n'ouvrant pas la porte sans que son père ne lui dise quoi que ce soit, il s'est dit que la fille était intelligente et que du coup il n'arriverait pas à rentrer dans la maison malgré toutes ses tentatives. Et ça c'est horrible. Déjà si tu te plonges dans l'histoire, la pauvre Donna elle a perdu sa mère et maintenant elle a perdu son père. En plus de ça, elle a vu la tête de son père totalement décapitée, donc bonjour le traumatisme. Après on n'en sait pas plus, dans quelles circonstances est mort le père, est-ce que c'est une rencontre parce qu'il avait un travail douteux, ça c'est, on n'en sait rien. Et encore une fois, j'aime pas ne pas savoir. Dans cette histoire-là, on va parler d'un homme, on va l'appeler Rick. Rick vivait dans un complexe d'appartements, il y avait 10 étages et lui, il vivait au 8e. Il vivait pas dans un quartier très sécurisé, il y avait pas mal de crimes aux alentours, donc c'était pas ouf. Il avait prévu d'ailleurs de déménager rapidement pour aller dans un endroit un peu plus sécurisé, un peu plus calme. Du coup, il s'est jamais forcément préoccupé de connaître ses voisins plus que ça, parce que pour lui, il était là que de passage. Un vendredi, il est rentré chez lui après une dure journée de travail, et il était super fatigué. Il est allé à l'ascenseur, il a appuyé sur le bouton pour appeler l'ascenseur, et quand les portes se sont ouvertes, il a vu qu'il y avait un homme dans l'ascenseur qui portait un long manteau et un assez grand chapeau qui lui recouvrait les yeux. Rick a voulu être poli, du coup il a dit bonjour, sauf que l'homme n'a pas répondu. Rick rentre dans l'ascenseur, il appuie sur le bouton de son étage, et une fois qu'il est arrivé, il allait sortir, mais l'homme, il le pousse pour qu'il sorte de l'ascenseur et puis il appuie vite sur les boutons. C'est pas très sympathique. Rick d'ailleurs se dit, mais quel salaud. Il ouvre donc la porte de son appartement, il rentre à l'intérieur, et il va directement dans la salle de bain. Pendant qu'il se lave les mains, il se regarde dans le miroir, et il remarque qu'il y a une sorte de trait bizarre sur son t-shirt qui ressemble à une marque de sang. Forcément il se rappelle de l'homme qui l'a poussé dans l'ascenseur et forcément ça lui fait quelques frissons, il se dit que c'est dégueulasse. Il ne sait pas d'où vient forcément le sang mais il a quelques doutes quand même quoi. Immédiatement il se dépêche d'aller fermer à clé sa porte d'entrée, forcément ça lui fait un peu peur, il se dit admettons que ce mec là était un peu dangereux, est-ce qu'il aurait essayé derrière d'aller attaquer Rick? Peut-être. Du coup après ça Rick est allé prendre une douche et il a jeté ce t-shirt avec un peu de sang à la poubelle. Cette nuit-là, il n'a pas dormi très bien. Le lendemain, c'était du coup le samedi, Rick avait un date avec une jeune femme très séduisante. Dis donc Rick, tu caches bien ton jeu. Il était prêt à partir pour aller justement à son rendez-vous quand quelqu'un a sonné à sa porte. Il se dit, ça peut être qui ça? Il était déjà un peu en retard pour son rendez-vous, bravo, pas très gentleman en tout cas. Du coup, il se disait qu'il ne voulait pas perdre plus de temps que ça. Il a regardé dans le trou sur la porte et il a vu que c'était un policier. Au travers de la porte, il dit « Que se passe-t-il » Ce à quoi le policier répond « Je suis désolé de vous déranger. Je voulais vous poser quelques questions car il y a eu un meurtre la nuit dernière dans l'appartement juste à côté du vôtre. » Rick se dit qu'il va être vraiment en retard pour son rendez-vous, il a pas envie d'être plus impliqué que ça dans ce truc-là quoi. Du coup, Rick dit « Désolé monsieur l'agent, je n'ai rien vu du tout. » En mentant parce que la veille, rappelez-vous, il avait vu quelqu'un d'assez suspicieux dans l'ascenseur, qui lui a refilé en plus une trace de sang. Le policier répond « Mais vous pourriez peut-être nous aider. Avez-vous vu quelqu'un de suspicieux? Pourriez-vous au moins ouvrir la porte pour qu'on puisse parler ?» Ça commence à prendre une tournure étrange, non? Rick répond à ça, je n'étais pas à la maison hier soir, désolé monsieur, je ne peux pas vous aider. Le policier répond et s'en va en disant, très bien monsieur, merci de m'avoir consacré du temps. Il l'a entendu partir, du coup Rick en a profité pour terminer de se préparer pour son date. Les jours suivants, Rick se sentait un peu nerveux parce qu'il disait quand même, putain, il y a eu un meurtre à côté de chez moi.
c'est chaud. Il disait mais c'est pas possible, ce quartier est vraiment fou, on n'est pas en sécurité. Il était vraiment très heureux de se dire qu'il allait pouvoir partir. Il se sentait un peu coupable aussi de ne pas en avoir dit plus aux policiers, parce que même s'il n'a pas vu le visage de la personne dans l'ascenseur, il aurait pu l'indiquer aux policiers qui auraient pu peut-être intervenir, et peut-être même derrière éviter qu'il y ait d'autres crimes dus à cet individu. Rick il l'a joué perso là. En plus il se dit que les crimes parfois c'est un détail qui peuvent permettre de les résoudre. Un matin, alors qu'il allait quitter son appartement pour aller au travail, il a remarqué qu'il y avait une odeur bizarre qui sentait mauvais dans le couloir. Il avait l'impression que ça venait de l'appartement à côté de chez lui. Il avait une sorte de sensation étrange dans son estomac et les cheveux qui se dressaient sur sa nuque. Il est allé voir le gardien de l'immeuble pour lui en parler, et quand il a mentionné l'histoire de meurtre dont le policier lui a parlé, le gardien lui répond que lui il n'en a pas entendu parler, alors que c'est le gardien, il aurait dû être au courant qu'il n'y a pas eu de meurtre du tout ici. Rick réussit à convaincre le gardien de monter avec lui au 8e étage pour qu'il se rende compte de l'odeur qu'il y a. Il a ouvert sa clé passe-partout pour ouvrir la porte justement d'où venait l'odeur, et ce qu'ils ont vu, c'était le corps du voisin, gisant sur le sol, dans une mare de son propre sang, et il y avait une odeur vraiment très nauséabonde, qui a indiqué qu'il devait être là depuis quelques jours. Forcément le gardien, Eric, était terrifié, et c'est ici que s'arrête cette histoire. Les amis, détective Aken le retour, il est là, c'est très simple, le policier c'était pas un policier, hein, on va pas se mentir, et en fait, de base, il voulait se farcir Rick. Rick n'est pas rentré dans son jeu, il n'a pas ouvert la porte, le voisin peut-être que lui l'a ouverte, et du coup, il s'est fait avoir. Après, je me dis, parce qu'il y a quand même des éléments assez étranges, c'est que la personne dans l'ascenseur, est-ce que c'était le policier ? On n'en sait rien parce que vu qu'il n'a pas parlé à Rick dans l'ascenseur, on ne sait pas qu'il voit là. Rick ne peut pas nous dire si les voix sont similaires ou pas. Imaginons que le policier et l'homme de l'ascenseur soient deux personnes différentes. Si l'homme de l'ascenseur avait commis son meurtre au moment où il a croisé Rick, ça veut dire que le sang que Rick avait sur son t-shirt était éventuellement le sang de son voisin. Mais du coup, comment le policier aurait pu être au courant du meurtre alors que le gardien lui n'était pas au courant? Ça peut être quelque chose qui s'explique, mais du coup, si lui est au courant qu'il y a un meurtre chez le voisin, pourquoi le corps est encore là? À moins qu'il y ait complicité. Ça, par contre, ça m'intéresse d'avoir votre avis sur les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est un mystère et nous devons le résoudre. Cette première histoire, c'est une légende urbaine du Japon et apparemment beaucoup de Japonais pensent que cette histoire est vraie. C'est l'histoire d'un homme qui est rentré un soir du travail après une longue journée bien difficile. Il s'est assis devant la télévision en rentrant chez lui, il était tellement fatigué qu'il s'est endormi devant la télé. Quand il s'est réveillé, il était 2h30 du matin. Effectivement, gros dodo. Ce n'était pas une chaîne qui passait à la télévision, mais en fait c'était, vous savez, l'image avec des bandes de couleurs, comme si la télé était en train de faire des tests ou qu'il y avait un problème. L'homme était prêt à éteindre la télé et aller se coucher dans son lit quand quelque chose d'étrange est apparu sur l'écran. En effet, l'écran, sans qu'il ne fasse rien, a changé. Ce n'était plus ces bandes de couleurs, mais c'était le gris statique. Vous savez, cette sorte d'écran un peu étrange. Je sais pas si ça fait ça sur les télés récentes. C'était un écran assez étrange, un peu blanc et gris, qui avait un peu un son de bourdonnement. Mais étonnamment, derrière cet affichage mystérieux, l'homme pouvait distinguer des images. Au fur et à mesure du temps, ça devenait de plus en plus clair et on voyait en fait que cette image était une sorte de reportage télévisé sur un accident de train. Dans le coin de la télévision, on pouvait voir le petit bordereau qui disait genre breaking news, et cet homme, qui regardait quand même assez régulièrement les informations à la télé, n'avait jamais entendu parler de cet accident. Donc il était assez étonné. Il s'est donc demandé ce qu'il se passait, et une longue liste de noms est apparue à l'écran, et une voix assez étrange qui semblait venir des profondeurs de la télé citait les noms un par un. Jusque là c'est étrange, mais ça reste juste étrange. Mais ce qui va faire peur à l'homme, c'est qu'à un moment donné, il va entendre cette voix prononcer son nom. Un frisson a parcouru son corps, et à la fin de ce reportage, la voix de la télévision disait « Ce sont les victimes de demain. Bonne nuit ». Putain, j'ai des petits frissons. T'imagines, t'as l'impression qu'un reportage annonce ta mort avant qu'elle ne se produise. Ça doit être totalement fou à vivre. Là, le son s'est stoppé, la télévision est redevenue totalement grisée. L'homme s'est assis sur son canapé en se demandant ce qu'il avait vu. Cette nuit-là, l'homme a très peu dormi, et le peu de fois où l'homme a réussi à trouver le sommeil, il a très mal dormi. Et il se réveillait toujours en sueur, comme s'il se réveillait d'un terrible cauchemar. Quand le soleil a commencé à se lever, le matin, l'homme a appelé son patron en lui disant qu'il était malade et qu'il ne pourrait pas venir travailler ce jour-là. Un peu plus tard dans la matinée, aux alentours de 9h, l'homme était devant la télévision quand soudain, aux informations, une breaking news disait qu'un train était sorti des rails et qu'environ 60 personnes étaient décédées dans l'accident. Ce train-là était le train que l'homme prenait tous les matins pour aller au travail. Depuis ce jour, l'homme n'ose plus sortir de sa maison
et il ne regarde plus jamais la télévision de nuit. Qu'est-ce que c'est fou, je me dis, imagine tu tombes sur l'annonce de ta mort en avance alors qu'elle s'est pas produite. Bon déjà toi ça te permet de l'éviter, mais ça doit être quand même super fou, parce que au-delà de l'aspect étrange de la chose, tu te dis du coup que quelque chose que tu faisais régulièrement tous les matins, un jour ça aurait pu causer ta perte. Je comprends pourquoi l'homme ne sort plus de chez lui et pourquoi il arrête de regarder la télévision, parce que ça doit être un traumatisme, et en plus tu peux pas forcément raconter ça à des personnes parce qu'ils ne croiront jamais. Dites-moi comment vous réagiriez à ce genre de choses, parce que moi je pense que vraiment je serais pas bien du tout quoi. Bon les amis, on part en vacances, on va à Hawaï. Il y avait un petit village sur l'île d'Hawaï qui s'appelait Ola'a. Je suis pas sûr de la prononciation, donc désolé si j'écorche un peu le nom. Personne ne se doutait du terrible secret que le village renfermait, après un incident où un jeune garçon s'est noyé, il y a des années de ça. Aujourd'hui, cette tragédie entre toujours les habitants du village ainsi que les enfants. C'est quelque chose qui se transmet de génération en génération visiblement. En 1947, des enfants jouaient sur le bord d'un étang assez profond. Cet étang se trouvait à l'extérieur du village, et à un moment donné, un garçon a trébuché et est tombé dans l'étang. Avant que les autres enfants n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit, l'enfant a commencé à couler et il n'était plus visible à la surface de l'eau. Pendant un petit instant, les enfants ont attendu que l'enfant remonte à la surface, mais étrangement, il n'y avait aucun signe de lui. L'enfant savait nager, il n'y avait pas de courant ou quoi que ce soit sur cet étang, donc le groupe d'enfants qui restait sur le bord se disait qu'il pouvait remonter facilement. Mais du coup, ne le voyant pas remonter à la surface, ils ont pris peur. Ils ont foncé vers le village pour demander de l'aide. Des adultes du village sont venus pour essayer de voir ce qu'il se passait et essayer de sauver cet enfant qui avait coulé dans l'eau. Ils ont plongé dans l'étang mais n'ont trouvé aucune trace de ce jeune garçon. Mais ce n'est qu'au plus profond de l'étang qu'ils ont enfin retrouvé le jeune garçon. Il était assis sur une sorte de pierre, les bras qui pendaient le long de son corps. Son corps, lui, se balançait un peu au gré du mouvement de l'eau. Ses yeux étaient vides et sa bouche grande ouverte. Il n'y avait plus aucun doute, le jeune garçon était décédé. Ce spectacle a horrifié les personnes qui étaient descendues au plus profond de l'étang pour récupérer le garçon. Ils étaient très anxieux car ils disaient que c'était une manière assez étrange de se noyer. Effectivement, c'était comme si ce jeune garçon s'était assis sur la pierre et attendait de mourir. Le corps a été remonté à la surface, il a été mis sur le bord de l'étang, et toutes les personnes qui vivaient au village à ce moment-là ont été traumatisées par cette tragédie. Après avoir enterré le corps du garçon et lui avoir donné les derniers hommages, l'ensemble du village a décidé d'aller de l'avant. Après cela, des rumeurs plutôt étranges sont apparues. Des habitants du village disaient entendre des cris venant de l'étang, ou bien même des pleurs. Bien sûr, dans un premier temps, ils essayaient de rationaliser la chose en disant que ce n'était que le bruit du vent, mais après cela, les gens ont commencé à témoigner d'expériences étranges qu'ils avaient vécues. Effectivement, certaines personnes qui se baladaient à côté de l'étang disaient parfois avoir eu la sensation que quelque chose les attrapait et essayait de les emmener dans l'étang. Beaucoup de villageois pensaient que c'était le fantôme du jeune garçon, et forcément une sorte de légende s'est installée, disant que de nuit, l'esprit du jeune garçon sortait de l'eau et essayait d'attraper toutes les personnes qui se trouvaient aux alentours de l'étang pour les amener avec lui là où il était décédé. Les gens disaient qu'en fait ce jeune garçon était enfermé dans un autre monde et que le seul moyen pour lui d'en sortir, c'était que quelqu'un d'autre prenne sa place. Un jour, un garçon marchait près de l'étang avec son père. Quand il passait près de l'endroit où le jeune garçon de la légende est tombé, le jeune homme s'est arrêté, il a saisi quelques pierres, son père continuait à avancer, mais le jeune garçon s'amusait en fait à faire des ricochets sur la surface de l'étang. Soudainement, ce jeune garçon a crié de terreur parce que quelque chose s'était agrippé à sa jambe et était en train de le traîner vers l'étang. Le garçon essayait de s'accrocher à quelconque objet qui se trouvait sur son chemin, mais sans succès, il n'arrivait pas à s'agripper à quoi que ce soit qui lui permettrait d'éviter de plonger dans l'étang. Son père a entendu les cris, il a vu ce qu'il se passait, il a décidé de foncer pour sauver son enfant, sauf que avant qu'il n'arrive, le garçon a été traîné dans l'eau. Le père, totalement paniqué, saute dans l'étang également, mais il ne trouve aucune trace de son fils. Quelques minutes plus tard, après avoir recherché assidûment, il trouve enfin son fils. Il l'a trouvé dans les profondeurs de l'étang, assis sur une roche, les bras le long du corps, ses yeux vides et sa bouche grande ouverte, et son corps se balançait au gré de l'eau. Son père l'a attrapé et l'a remonté à la surface. Il l'a ramené sur le bord de l'étang. Fort heureusement, le père avait dans son sac une trousse de premier secours. Il a donc fait toute la procédure de réanimation, le bouche à bouche, le massage cardiaque. Le père a donné tout ce qu'il avait pour sauver son fils, et juste avant qu'il décide d'abandonner et qu'il se dise que son fils était parti, il sent que la poitrine de son fils bouge, signe qu'il respire. Le fils était bel et bien vivant. Après cet incident, tous les parents du village ont déconseillé à leurs enfants de s'approcher de l'étang, ils leur ont même interdit. Un prêtre a été appelé pour bénir l'étang, et les habitants du village,
pensaient que ça permettrait de mettre fin à cette sorte de malédiction. Néanmoins, au cours des nuits bien sombres, quand le ciel est aussi noir que de l'encre, ceux qui vivent au plus proche de l'étang disent qu'ils peuvent encore entendre les cris horrifiés et les pleurs du premier enfant qui est tombé à cet endroit. Certains disent qu'il ne trouvera jamais la paix, et aujourd'hui plus personne n'ose s'aventurer aux alentours de cet étang. Tous les enfants du village sont au courant de la tragédie de ce jeune garçon dans l'étang, de cette malédiction, et personne ne sait quand est-ce que ce garçon viendra clamer une autre victime. Alors, sur la liste des endroits à ne pas aller, on a quoi? On a les forêts, les endroits abandonnés, maintenant on ajoute les étangs. Ça ressemble typiquement à une légende urbaine, donc après est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve ça assez intéressant, assez flippant. Je trouve qu'on a justement cette structure de la malédiction qui est aussi assez intéressante et bien construite. Donc bon, une belle histoire, on va dire, à se raconter quand on ne sait pas quoi faire et qu'on a du mal à dormir. Les amis, on part sur la dernière histoire qui apparemment est vraie, qui concerne 2 morts mystérieuses dans un ascenseur. Ça a été reporté par un journal en Turquie et apparemment c'est un incident réel. C'est un incident inexpliqué, mais est-ce que c'est de la fiction, est-ce que c'est un fake, est-ce que c'est un prank, on n'en sait rien du tout, donc on peut présumer que potentiellement c'est vrai. Forcément, si c'est vrai, c'est plus flippant. Le truc, c'est que c'est un journal turc qui en a parlé, alors que c'est un événement qui se serait passé en Ukraine, dans les années 1990. Je vois pas trop la logique de la chose, mais en tout cas, on va s'aventurer dans cette histoire. Dans une partie d'une ville qui craint un petit peu, la police a été appelée pour enquêter sur un décès mystérieux. Un homme est décédé dans un ascenseur, son corps a été retrouvé affalé sur le mur de l'ascenseur et il avait 2 trous dans sa nuque. Sa peau était totalement pâle et son sang avait l'air d'avoir été drainé directement de son corps. Ce qui était assez surprenant sur cette affaire-là, c'est qu'en fait, il n'y avait aucune empreinte dans l'ascenseur, aucun indice qui laisserait croire que l'ascenseur avait été forcé, vraiment, c'était comme si l'homme était là tout seul. Forcément, la police a continué d'enquêter, mais ils ne savent pas vraiment quelle direction prendre pour faire avancer l'enquête. Mais un mois plus tard, une fillette de 13 ans a été retrouvée dans les mêmes conditions, c'est-à-dire les 2 trous au niveau de la nuque, le sang qui a été drainé, donc ça reste assez mystérieux, mais en tout cas ce qu'on pourrait croire c'est que les 2 tueurs étaient la même personne car ils avaient le même mode opératoire. Forcément les rumeurs commençaient à dire qu'il y avait un vampire meurtrier, les 2 trous dans la nuque ça ressemble en tout cas à ce qu'on connaît des vampires, et du coup forcément les personnes qui vivaient dans les bâtiments où s'étaient produits ces décès mystérieux, ils étaient un peu en panique. Très certainement qu'après ça, tu préfères utiliser les escaliers. La police a été mise sous pression pour trouver justement qui était l'auteur de ces crimes. Ils se sont donc installés dans un des appartements du bâtiment et ils ont mis des officiers dans l'ascenseur qui le prenaient régulièrement. Le 3e jour d'investigation, l'ascenseur, pendant qu'il était utilisé par les officiers de police, a commencé à trembler jusqu'à s'arrêter et les lumières se sont éteintes. Les 2 hommes étaient plongés dans la pénombre, ils ont allumé leur lampe de poche et ils ont utilisé leur radio pour dire à leurs collègues qu'ils étaient enfermés dans l'ascenseur. Il y a eu un long silence et à un moment donné quelque chose, un bruit étrange a brisé ce silence. C'était une sorte de clic qui semblait venir du toit de l'ascenseur. Ne sachant pas ce que c'était, les 2 officiers ont commencé à avoir le cœur qui battait plutôt rapidement. Je peux comprendre. Est-ce que toi tu comprends aussi? Cool. Toi tu comprends? J'ai peur, frère. T'inquiète pas, ça va bien se passer. À ce moment-là, les officiers ont remarqué qu'il y avait eu un trou dans le toit parce qu'en fait un panneau de lumière qui était accroché au toit est tombé. Donc forcément ça les a alertés. Là, un des officiers décide d'éclairer le trou qui se trouve au plafond de l'ascenseur et il a failli faire tomber sa lampe tellement il a eu peur. Il a vu une sorte de petite tête mais très poilue de la taille d'un poing avec 8 yeux noirs. Effectivement, c'était une araignée géante. Est-ce que vous aimez les araignées? Moi, je suis pas fan. Le second officier, lui, n'avait pas de chance du tout parce qu'il était claustrophobe et avait une peur bleue des araignées. Et forcément, quand il a vu ce spectacle, il a lâché sa lampe. Et l'araignée qui était en train de rentrer dans l'ascenseur a sauté sur le policier. Et là, 2 énormes crocs sont sortis de la tête de l'araignée et elle les a plantés dans la nuque de l'officier qui était par terre. Et elle a commencé à drainer son sang. L'officier qui était en train de se faire attaquer était en train d'hurler à la mort, et l'autre officier qui était là était totalement tétanisé parce qu'il voyait. À un moment donné, il reprend ses esprits, il sort son arme de service et il tire sur la grosse bête. Le premier tir a atteint une des pattes de l'araignée. Là, l'officier qui se faisait attaquer a arrêté de crier et était encore allongé par terre. L'araignée géante a pris la fuite, elle est repassée par le trou dans lequel elle était arrivée, et en passant, l'officier qui avait tiré sur la bestiole a senti justement les poils de l'araignée qui ont frôlé son visage. Sensation plutôt dérangeante, je trouve. Quand les collègues des 2 officiers sont arrivés au niveau de l'ascenseur, ils ont ouvert les portes, ils ont vu une scène de cauchemar. Il y avait par terre le corps d'un des officiers de police qui avait été attaqué par l'araignée et l'autre officier qui était totalement tremblant et traumatisé. Apparemment, après ça, l'armée a été appelée et ont investi le bâtiment, ils ont retrouvé cette araignée géante et s'en seraient débarrassés avec un lance-flamme. Rien que ça. Mais petit problème,
c'est qu'au sommet de la cage d'ascenseur, ils ont trouvé que l'araignée avait pondu des œufs. Ça pue un peu. Apparemment, les autorités ukrainiennes auraient masqué cette affaire, auraient tout fait pour que rien ne sorte et que rien ne se sache concernant cette araignée géante, mais ce journal turc aurait eu une fuite qui aurait permis justement de dévoiler cette histoire. À l'époque où se sont passées ces histoires, l'Ukraine faisait toujours partie de la Russie. Donc apparemment, l'explication de la présence de cette grosse araignée, ce serait que cette araignée soit une araignée qui aurait muté suite à la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. En fait, elle aurait emmagasiné tellement de radiation que c'est ça qui l'aurait entre guillemets transformée, ou en tout cas qui aurait atteint les œufs dans lesquels elle se trouvait et qui aurait fait qu'elle se développe de cette manière assez anormale. Apparemment, les Russes disent que cette histoire est une exagération et que rien n'est vrai. Cette histoire, on ne sait pas du coup si c'est vrai ou faux, mais en tout cas, ça donne pas envie d'être enfermé dans un ascenseur. On rajoute les ascenseurs à la liste des endroits dans lesquels on ne veut plus se rendre, mais j'adore ces histoires, moi, un peu de monstres, un peu comme le monstre du Loch Ness, le Kraken, ce genre de monstre où si on se dit que c'est réel, on se dit que ça fait très peur. C'est quelque chose qui m'a personnellement toujours passionné. Ça me passionne, mais ça veut pas dire que j'ai envie de les rencontrer.